Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, moi ici, je suis chercheuse et mes pôles de recherche, en fait, c'est surtout autour de l'évaluation des politiques sociales au niveau de la pauvreté, du vieillissement, de la santé et de la famille. Et puis, je viens également de clôturer un gros projet sur le non-recours aussi aux droits sociaux, notamment. Alors, ici, moi, je viens en fait vous présenter les résultats de la recherche qui s'est effectuée il y a une dizaine d'années en Belgique. Alors, c'est l'équipe SERA qui était le commanditaire du projet. C'est une coopérative qui rassemble environ 400 000 sociétaires et qui investit en fait au niveau de la société en soutenant des projets de terrain. Alors, SERA a mené dans un premier temps cette étude en 2010 en Flandre et puis a sollicité mon équipe et moi-même en tant que chercheuse. Et moi, j'ai réalisé l'étude au niveau du territoire wallon une année après. Et donc ici, l'idée, plutôt que de vous présenter mon étude, je vais vous présenter les résultats du rassemblement des deux projets. Parce qu'on travaille quand même au niveau plus global aussi. Et donc, le projet, en fait, c'était de voir de quelle manière se déclinait la pauvreté en milieu rural, et puis aussi, pour ne pas identifier que des problématiques, voir quelles pistes de solutions, quelles bonnes pratiques étaient existantes. Alors, on a procédé, c'était une étude qualitative, on a procédé en 3 étapes. La première démarche dans la recherche, c'est toujours de faire un petit peu l'état des lieux, des recherches existantes, des études, des projets, de la littérature, des articles qui ont été rédigés. Et puis ensuite, nous avons rencontré des deux côtés de la Belgique différentes personnes clés. Nous, si je puis dire, vous avons rencontré les intervenants, les acteurs de terrain. Et puis nous avons également sollicité des décideurs au niveau politique, plutôt communal, provincial ou régional. Et à l'issue de ces démarches-là, nous avons organisé 2 tables rondes, une en Flandre et une en Wallonie, à laquelle nous avons encore invité des experts, mais l'idée, en fait, c'était de discuter nos constats, de leur soumettre nos découvertes, d'éclairer un petit peu les zones d'ombre, de venir compléter et de valider certains constats. Alors, quand on commence un projet, en sociologie, mais dans d'autres disciplines également, mais en sociologie aussi, la première démarche, c'est de définir les concepts. Je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose. C'est plutôt le rassemblement de constats, mais je n'ai pas la prétention de vous apprendre grand-chose aujourd'hui. Mais tout d'abord, quand on travaille au niveau de la pauvreté en milieu rural, le premier point à définir, c'est la question de la pauvreté et d'exclusion sociale. Alors moi, ici, j'ai choisi de reprendre le portrait robot, un portrait robot établi par Riccardo Cerenti, qui est intéressant en ce sens où il fait référence en fait au caractère multidimensionnel de la pauvreté. Ça fait bien longtemps qu'on a dépassé la pauvreté en termes de questions financières en fait. Et l'idée ici, il parle du portrait le plus fréquent en fait, et il synthétise ainsi en disant qu'il s'agit d'une femme qui est sans emploi, qui a des enfants, qui est seule avec ses enfants, qui n'habite pas dans un logement parfait, dont la situation de santé n'est pas idéale non plus et dont l'espérance de vie n'est pas très prometteur non plus. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que Riccardo Cerenti met en avant le côté peu visible de cette femme en situation de pauvreté en Wallonie. Alors, le problème, on sait bien qu'avec la barrière financière, on peut ressentir des obstacles, des difficultés pour pouvoir répondre à ses besoins premiers. Il y a se nourrir, se vêtir, s'occuper de ses enfants, pouvoir avoir accès à une formation, un emploi, mais aussi la question de la participation à la société et à le fait de pouvoir renforcer son réseau social. On a beaucoup parlé pendant la première partie de cette matinée sur l'isolement et à l'isolement qui est une cause et une conséquence en fait des difficultés financières. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil au travail, par rapport au travail d'un groupe qui s'appelle le CBUD, c'est un organisme flamand qui est localisé à Kiel, entre Hasselt et Anvers. Et eux, en fait, ils travaillent, c'est très intéressant, je trouve, sur la notion du budget de référence, en fait. Quel est le budget de base pour pouvoir dire qu'on n'est pas en situation de difficulté et qu'on a accès aux différentes sphères de la vie quotidienne. Alors eux, non seulement, ils actualisent le contenu, ils l'ont appelé comme ça, le panier de la ménagère, c'est un peu archaïque comme terminologie, certes, mais je veux dire, ici, l'idée, c'est de voir quels sont les biens et les services auxquels on doit avoir accès au niveau des droits.
fondamentaux. Et puis aussi, ils actualisent tous les 5 ans le contenu du panier et toutes les années, ils réactualisent en fait le prix en fait, des biens et services. Et ce qui est intéressant dans leur approche, parce qu'ici, nous, on est encore impliqués dans un projet avec eux ici pour le moment, et j'ai pu assister à une des réunions, et par exemple, ils disaient, pour pouvoir avoir une vie, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne doit pas avoir de vie sociale épanouie, et ils intégraient dans leur panier l'idée de pouvoir participer à un repas une fois par mois, un repas à l'extérieur, donc pas manger des pâtes blanches à la maison avec des amis, mais de pouvoir participer à un repas à l'extérieur. Et ils incluaient là-dedans, et c'est ça que je trouvais intéressant, l'idée que s'il s'agit de parents, les frais de garde si on doit solliciter une babysitter en fait. Et donc je trouve que ça évolue aussi la notion de pauvreté, de lutte contre la pauvreté. On va au-delà de juste manger et être en bonne santé. Après avoir parlé de la pauvreté, il y a la question de la ruralité. Alors, toutes les définitions, de manière générale, elles sont valables à un moment donné sur un territoire donné. La pauvreté, aujourd'hui, n'est pas la pauvreté d'hier. Auparavant, les fratries dormaient peut-être dans la même chambre. Maintenant, on considère, quand on essaye d'avoir accès à un logement, que c'est une chambre par enfant, en tout cas à partir d'un certain âge, et surtout si ce sont 2 enfants de sexe opposé. À l'époque, les fratries, je pense, dormaient dans les mêmes chambres, et on n'était pas considéré comme en situation de pauvreté pour autant. Alors, voilà, au niveau de la ruralité, il n'y a pas de définition de la ruralité non plus. Surtout, ça dépend de quel point de vue sous quel point de vue on approche la ruralité. Il y a quand même quelques critères quantifiables et mesurables. Voilà, on parle de faible densité de la population, on parle d'une superficie importante de non-bâtis, au-delà de 80% de campagnes d'agriculture ou de forêt, on considère qu'on est en milieu rural. Ici, nous, dans le travail avec SERA, l'idée, c'était de considérer tous les spots, tous les lieux de vie qui étaient éloignés des grandes villes. Alors, puisqu'il n'y a pas une définition de la ruralité couvre une multitude en fait, de configurations différentes et surtout qui sont soumises en fait, à des problématiques différentes. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche, en fait, c'est d'ajouter à ça l'indicateur d'accessibilité. Quelles sont les facilités ou bien, au contraire, les difficultés pour atteindre un point d'intérêt, comme pouvoir acheter des aliments de base, avoir accès, je ne sais pas moi, à un distributeur d'argent, il diminue de plus en plus, même dans les grandes villes, et puis pour pouvoir accéder à son lieu de travail, quels sont les arrêts des transports en commun. Alors, quand on a une voiture, ça va, on a accès à tout, mais quand on n'a pas de voiture, on est tributaire des transports en commun, et c'est un autre challenge alors qui se présente à nous. Alors, après la définition de ces concepts-là, alors nous avons identifié quelques éléments spécifiques de la pauvreté en milieu rural. Alors, le premier aspect, qui a également été déjà un petit peu mentionné, c'est le côté invisible et inconnu de la pauvreté rurale. Alors, de par sa faible densité de population, moins de personnes sont concernées. Les situations à risque sont un petit peu plus éparpillées sur tout le territoire et moins nombreuses. Et donc, du coup, il y a moins de groupes en fait, cibles qui vont se former, la visibilité est moins forte et du coup, il est plus difficile en fait, de mesurer la pauvreté en milieu rural. Alors, à ça, en fait, au caractère invisible, peut-être un petit peu paradoxalement, par rapport au contexte urbain, on peut dire qu'en milieu rural, la pauvreté est moins soumise à l'anonymat, c'est-à-dire qu'en ville, on se noie dans la densité de la population. Si on va aller solliciter un service d'aide, on ne va peut-être pas reconnaître les personnes qui sont présentes. En milieu rural, des témoignages que j'ai pu recueillir, en fait, on connaît davantage les personnes habitant sur la commune. On se croise à la supérette, un travailleur social a déjà rencontré un bénéficiaire, ça peut arriver. Et donc, du coup, ça peut en fait freiner l'accès à la demande d'aide sociale. J'ai entendu aussi des personnes qui me disaient, moi, je suis en difficulté financière, je sais que si j'allais au CPS, je pourrais avoir une intervention de 300 €, mais j'y renonce parce que je connais la travailleuse sociale du CPS. À ça, moi, je réponds, il y a d'autres assistants sociaux. Je veux dire, tu ne seras pas forcément confronté à celle que tu n'as pas envie de voir. Elle me dit, mais oui, mais tu sais, ça se raconte de toute façon. Donc, je préfère me passer de ces 300 € et vivre, garder ma situation pour moi. Ou bien, par exemple, le témoignage d'une personne âgée qui recevait en fait les repas de la Croix-Rouge et qui demandait
à la personne qui venait lui fournir leur repas de se garer un petit peu plus loin, pour ne pas que la camionnette avec le logo de la Croix-Rouge soit arrêtée devant son domicile. Donc voilà, il y a ce sentiment de gêne aussi, parce que l'estime de soi est fort aussi remise en question, et ça peut être un frein en fait quand on sollicite l'aide sociale. Alors il y a aussi l'idée par rapport au manque d'anonymat, la honte, la peur de demander de l'aide, et il y a aussi un phénomène de stigmatisation, ça fait partie de tous les freins en fait quand on veut solliciter une aide sociale, la stigmatisation de la part, alors là je mets des grands guillemets, de certains intervenants sociaux, mais malheureusement il y en a encore, quand on dit que la pauvreté est méconnue ou pas toujours acceptée en fait, c'est l'idée de responsabiliser la personne, de la rendre responsable, pas de la responsabiliser, mais de la rendre responsable de sa propre situation. Il y a une petite opposition entre le mauvais pauvre et le bon pauvre. La personne âgée qui n'arrive pas, la petite dame qui a une pension très faible et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, sera peut-être considérée comme plus méritante que le jeune de 30 ans qui est sans emploi, qui est peut-être consommateur et finalement il n'a jamais eu de job et qui secoue un petit peu, quoi. Et malheureusement, c'est encore le genre de discours qui est entendu de la part de certains assistants sociaux de première ligne finalement, ou bien les personnes qui vivent, qui sont marginales, mais c'est un choix de vie, en fait, elles n'ont pas envie de s'en sortir, et on ne tient pas compte du processus de désaffiliation. Il y a un petit peu ce comportement d'isolement pour rejeter sa propre situation, mais je veux dire, c'est pas, ça vient au bout du compte, et c'est pas pour ça qu'on est forcément confortable dans sa situation. Alors, un autre constat, en milieu rural, c'est la raréfaction des services et des équipements, que ce soit au niveau public et au niveau privé. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de recherches qui ont été faites à ce sujet-là. Je n'invente bien sûr rien. Par exemple, il y avait le travail des femmes rurales de Wallonie qui avait fait un constat par rapport aux distances à parcourir pour avoir accès à certains biens et services. Et notamment au niveau des services publics, depuis la fusion des communes qui date déjà de quelques années, mais on a observé en fait un rassemblement des antennes, notamment du CPS, en une seule commune plus centrale. C'est valable aussi pour les services du Forum, pour les centres de formation, les petites écoles qui ferment, les bureaux de poste ou bien les supérettes qui rassemblent plus à un endroit stratégique de passage et qui commencent à desserter certaines communes. Alors, même si la densité de population est plus faible en milieu rural, même si quantitativement il y a moins de besoins, en termes de diversité, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de se vêtir, on a tous besoin de transport en commun. Donc la demande, même si moins nombreuse, elle est toujours là. Alors, parallèlement à ça, et étant donné que le milieu rural est caractérisé par les distances à parcourir pour accéder à un bien ou à un service, vivre en milieu rural, ce n'est pas toujours un premier choix. On vit là parce qu'on a toujours vécu là. La famille habite là, on n'envisage pas forcément déménager, puis déménager, ça engendre un coût. Et puis ne pas avoir son propre véhicule non plus ne constitue pas toujours un premier choix. Alors ça rend les personnes dépendantes au transport en commun. L'arrêt de bus n'est pas toujours situé à côté du logement, ni à côté du point de destination. On doit peut-être encore parfois marcher 1 ou 2 kilomètres. On doit dépendre des horaires en fait des transports en commun. Et donc finalement, pour une personne qui n'a pas son propre moyen de véhicule, se déplacer prend beaucoup plus de temps que pour une personne qui a sa propre voiture et qui est plus aisée. Et puis finalement, se rendre aux différents centres d'intérêt qui jalonnent une journée peut prendre des heures pour une personne non motorisée, que ce soit aller à son propre travail, déposer les enfants ici ou là. En termes de raréfaction des services et des équipements, les communes sont elles-mêmes concernées et les CPS, qui sont plus petits finalement dans les communes rurales que dans les communes de grandes villes. Les budgets sont moindres et donc du coup on peut ouvrir moins de postes, étant donné qu'il y a moins d'habitants imposables sur une superficie assez grande, avec comme conséquence, on peut voir par exemple, si on compare un CPS de grande ville, il y aura une équipe logement, une équipe pour les jeunes, les étudiants, une équipe SDF, une équipe aide urgente, une équipe primo-arrivant, une équipe formation, etc. Alors que si vous allez dans un plus petit CPS, j'en ai déjà rencontré, ils sont 2 et ils ont la casquette multiple en fait. Ils doivent remplir tous ces rôles-là à eux seuls, et parfois c'est plus difficile quand on a moins de technicité, je veux dire de détails, d'offrir un panel plus large, de proposer davantage de services aux demandeurs d'aide en fait.
Bon, tout n'est pas propre au milieu rural, mais c'est accentué aussi, certains aspects sont accentués au milieu rural. Mais il y a un besoin, comme partout, mais aussi à la campagne, de logement, en fait. Il y a peu de logements en location. Il y a beaucoup de propriétés avec les propriétaires qui occupent leur logement eux-mêmes. Et parmi le marché locatif, le loyer est assez élevé. Il y a très peu de loyers bas. Et puis, il y a très peu de logements sociaux, de logements transit ou de logements d'urgence, en fait. Même si, idéalement, toutes les communes, par nombre d'habitants, devraient proposer une offre de logements sociaux, un minimum, ce n'est pas le cas. Alors, c'est le résultat, d'une part, en fait, peut-être d'une méconnaissance. On ne reconnaît pas toujours la pauvreté qui est présente sur notre propre commune, ou une crainte, en fait, d'attirer la pauvreté voisine. Si moi, sur ma commune, je commence à proposer des logements sociaux, ça va attirer les personnes en difficulté financière des autres communes, et je n'ai pas envie d'avoir une population plus précaire sur ma propre commune. Et puis aussi, en termes de logement, il y a les logements qui ne sont pas adaptés aux besoins des personnes. Ici, un des constats, je vais le dire juste après, c'est que les personnes âgées sont fort en difficulté en milieu rural, et certaines personnes, même si elles sont propriétaires, être propriétaire, ça ne veut pas dire avoir les moyens finalement, certaines personnes, au terme, à la fin de leur vie, se retrouvent dans des logements qui sont trop grands pour elles, avec trop d'espace à entretenir, trop de pièces à chauffer, et qui se retrouvent finalement dans des logements un peu précaires. Et puis le dernier point parmi les constats concernant la pauvreté en milieu rural, c'est la précarité du marché de l'emploi. Donc le milieu rural n'est pas nécessairement pourvoyeur d'emploi. Et puis il y a la difficulté aussi d'accéder à un emploi. Si vous êtes non motorisé, que vous devez vous rendre à votre lieu d'emploi et que vous dépendez des transports en commun, que vous travaillez suivant un horaire de pause, que vous devez être là avant 7 heures du matin, que vous quittez votre emploi après 10 heures du soir, vous ne pouvez pas vous y rendre si vous n'êtes pas motorisé. En plus du constat, en fait, de la précarisation de l'emploi de manière générale, avec les contrats intérimaires, les contrats saisonniers, etc. Alors, qui sont les groupes vulnérables en milieu rural ? Alors ici, c'était un constat davantage propre à la Wallonie. Ça concerne les personnes âgées. Alors bien sûr, en lien direct avec le phénomène démographique du vieillissement de la population, ce phénomène en milieu rural est accentué par ce qu'on appelle, on a parlé d'exode tout à l'heure, par l'exode en fait des jeunes vers les communes plus urbaines, là où il y a davantage d'emplois, de centres de formation ou d'activités de loisirs pour eux. Donc la population vieillit à la campagne et ces personnes se retrouvent en situation de dépendance avec des réseaux d'aide informels qui tendent à s'amenuiser. Les aidants proches sont de plus en plus saturés. On parle aussi du burn-out des aidants proches. Et donc, du coup, finalement, on manque d'intermédiaires, d'un logement, d'un espace intermédiaire entre le maintien à domicile des personnes qui sont de plus en plus désormais dépendantes alors des professionnels pour fournir les services premiers, et puis le passage alors à la maison de repos. Public cible également identifié par mes collègues flamands, ce sont les jeunes et les enfants. C'est comme un des effets de l'exode des jeunes qui vont davantage vers les pôles plus attractifs urbains, c'est que ceux qui restent à la campagne sont moins nombreux et risquent en fait de passer à la trappe et d'être oubliés. Alors qui sont ces jeunes ? Forcément, un peu comme partout, ce sont ceux qui ne sont pas diplômés, ceux qui ont des difficultés à entrer sur le marché de l'emploi. Et une tranche d'âge très sensible, ce sont les 18-25 ans, parce qu'ils sortent en fait du secteur de la protection de l'aide à la jeunesse, et ils se retrouvent alors à 18 ans confrontés à eux-mêmes. Certains sont en situation de rupture familiale, et donc à 18 ans, ils se retrouvent à solliciter une aide financière parce qu'ils n'ont pas de ressources familiales. Alors pour les jeunes aussi, ce qui est difficile quand on habite en milieu rural et qu'on est dépendant au niveau des déplacements, c'est que si on n'a pas papa ou maman pour nous conduire quelque part, on reste à la maison, finalement on est enfermé chez soi. Alors, un petit peu comme partout aussi, les personnes qui sont en grande difficulté en milieu rural, ce sont les parents qui élèvent seuls leurs enfants à temps plein ou en garde partagée, et puis les ménages qui n'ont qu'une seule voiture. Quand on habite dans une maison qui a 5 membres de la famille, les enfants grandissent et puis ils commencent tous à avoir leurs propres activités. Et c'est vrai que certaines familles passent
un bon moment de la journée à aller conduire chaque membre à sa destination. Les familles, à nouveau comme partout, mais les familles à problèmes multiples, donc il ne s'agit pas parfois d'une seule difficulté à surmonter, mais le début de la fin, si je puis dire, c'est l'accumulation des problèmes. On perd un emploi, on a une dette, on a un problème de santé qui vient s'ajouter. Donc finalement, on ne sait plus faire front à la difficulté financière. Et puis, il y a la question qui n'est pas la moindre, en fait, la question des agriculteurs et des horticulteurs en situation de difficulté. Alors, il y a les plus grosses entreprises et puis il y a les agriculteurs qui ont une plus petite propriété. Alors, eux, ils sont sujets au risque de pauvreté de par l'irrégularité de leurs revenus, d'une part, de par les prix d'alimentation qui baissent sur le marché, et puis le fait qu'ils doivent régulièrement faire des investissements dans leurs fermes pour pouvoir être à jour au niveau des techniques, et puis aussi ils vivent de plein fouet les différentes crises et épidémies. Alors, un des constats, c'est que il n'y a pas souvent de séparation au niveau du compte privé et du compte professionnel. Et donc, quand il n'y a plus d'argent pour la ferme, on va puiser dans les réserves qui sont peut-être destinées aux enfants, à l'habillement ou peut-être aux loisirs. Et alors, même si dans les faits, les agriculteurs peuvent solliciter les CPS pour avoir une aide sociale, on se rend compte en fait que les CPS ne sont pas armés. Par exemple, le règlement collectif de dette en fait n'est pas équipé pour faire face à de tels montants. Si la question agricole vous intéresse, moi je vous renvoie vers deux ressources. Une plus ancienne, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir ce documentaire-là, qui s'appelle Le Grand Paysage. Ça doit dater d'une vingtaine d'années. Et puis, il y a une dizaine d'années, je pense, mes références temporelles ne sont plus toujours correctes, il y a eu le deuxième volet qui s'appelait « Il a plu sur le grand paysage ». En fait, et l'idée, c'est de faire les constats de la situation à travers le temps. Je pense que ça se passait au niveau du pays de Herve. Et puis, la pièce de théâtre qui s'appelle « Nourrir l'humanité », acte 2. Il y a eu l'acte 1 il y a une dizaine d'années, et l'acte 2 est actuellement sur les planches. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que le réalisateur, en fait, qui est lui-même fils d'agriculteur, alors, moi, je me suis un petit peu sentie concernée dans le sens où sa méthode de travail est un petit peu similaire à la mienne. Il est allé, en fait, il a réalisé des entretiens auprès des agriculteurs et puis il a mis en scène, en fait, les témoignages. Et ce qui était intéressant là-dedans aussi, c'est le fait, par exemple, à un moment donné, on voit dans une des interprétations dans des agriculteurs interrogés, il dit ce qui nous arrive aujourd'hui, ça arrive à nous, agriculteurs, population peut-être particulière de par nos activités, ça arrive à l'ensemble de la société 10 ans après, comme si c'était un signal d'alarme, en fait. Et puis la difficulté également des agriculteurs, c'est qu'il n'y a pas de repreneurs. Il y a beaucoup de témoignages, en fait. Vous faisiez un clin d'œil ce matin à l'amour et dans le pré. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se retrouvent, ils sont peut-être en couple et ont peut-être des enfants, mais les enfants n'ont pas la volonté de reprendre l'entreprise, en fait, familiale. Un autre groupe vulnérable, ce sont les locataires qui ne trouvent pas de logement qui correspondent à leurs possibilités financières, et puis aussi ce que mes collègues de CERA ont dénommé les acheteurs par nécessité. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de location dans nos propres moyens et on se retrouve entre guillemets, obligé d'acheter un logement parce que l'habitation est délabrée et donc elle est accessible au niveau de l'achat. Mais par contre, ce sont des jeunes qui vont acheter des maisons et qui n'ont pas la possibilité de la rénover. Et donc, ils dorment dans un logement qui est de mauvaise qualité, même s'ils en sont propriétaires, leur logement ne correspond pas à certains critères de qualité. Et puis enfin, ça on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, il y a les résidents, les occupants de l'habitat permanent. Alors ce sont ceux qui habitent en fait dans un logement à vocation touristique et qui n'est pas destiné, équipé en fait pour connaître un occupant permanent. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent dans des caravanes, dans des campings, qui ne sont pas bien desservies en termes d'énergie, accès à l'eau, accès à l'électricité. Ce sont des routes en terre battue, il n'y a pas de service hebdomadaire d'évacuation des déchets. On en a dénombré plus ou moins en Wallonie 10 000 concernés par l'habitat permanent. Et en Flandre, là, c'est une très grosse sous-estimation. Mais à l'époque, c'était environ 1600 personnes qui résidaient dans l'habitat permanent. Alors, ce sont des personnes qui ont vécu de plein fouet les inondations d'il y a 1 an et demi, étant donné qu'il y a pas mal de campings à vocation touristique qui sont localisés sur les berges d'un fleuve ou d'une rivière.
Alors, c'est bien d'identifier les problématiques et les groupes cibles. Alors maintenant aussi, c'est le projet. L'ambition du projet, c'était de voir quelles étaient les bonnes pratiques existantes dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Alors, Serra a identifié quelques bonnes pratiques en Flandre, et moi, de mon côté, j'en ai identifié en Wallonie. Pour le détail de ces bonnes pratiques, moi, je vous invite soit à consulter les projets via le site de Serra, et sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sandrine, j'ai amené une dizaine d'exemplaires de l'étude qui a été réalisée en Wallonie. Alors, le fil conducteur, en fait, de ces bonnes pratiques, ça a été, l'idée, c'est que quand on envisage la lutte contre la pauvreté en milieu rural, c'est de toujours l'envisager en termes de mobilité. Alors, dans mon rapport, je fais le constat des alternatives en termes de déplacement. Si on n'a pas de voiture personnelle, il existe d'autres possibilités. Mais je veux dire, il faut, c'est le titre de votre colloque aussi, l'idée aussi, c'est d'envisager la mobilité avec le aller vers, ce que mes collègues appellent le outreach. Alors, c'est lorsque les acteurs, finalement, quittent leur organisme pour aller rencontrer les personnes dans leur propre environnement, et les travailleurs quittent leurs propres normes et valeurs pour s'imbiber de celles des personnes qu'ils vont rencontrer, et ça permet de mobiliser leur réseau. Alors la mobilité, c'est le aller vers, mais c'est aussi l'accessibilité. L'accessibilité, elle se pose en question de facilitateur physique, le déplacement, mais aussi facilitateur psychologique. Le fait de lever les barrières. En fait, on est parfois réticent à aller solliciter un organisme public. On n'a pas envie d'être identifié comme un bénéficiaire de l'aide sociale non plus. Et parfois, malheureusement, les travailleurs sociaux véhiculent cette casquette-là. Alors, il y a deux bonnes pratiques que je vais expliquer en deux mots qui ont été identifiées en termes de mobilité et de l'aller vers. Une en Flandre, c'est un groupe en fait de bénévoles. Donc, les bénévoles, ils n'ont pas la casquette institutionnelle, qui vont rendre visite à des personnes isolées à l'occasion de leur 80 ou leur 85e anniversaire. Alors l'excuse, le prétexte, c'est l'anniversaire, mais en fait c'est un vrai travail de prévention parce qu'il s'agit surtout d'aller voir ce qui se passe, si la personne a bien tout ce dont elle a besoin. Et une autre bonne pratique, mais là c'est au niveau plus structurel en fait, c'est l'automatisation des droits. Comme ça, il n'y a pas de démarche administrative à entreprendre, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de procédures complexes à réaliser en fait, et ça permet parfois à l'automatisation des droits d'éviter de tomber dans le piège de la pauvreté. Alors, la question de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, elle s'envisage aussi au niveau du logement. Je sais qu'on va en parler cet après-midi. Et du travail. Donc, travailler avec les leviers, il y a notamment les agences immobilières sociales qui jouent le rôle à la place du propriétaire et qui garantissent la location, l'arrivée d'un loyer entre deux locataires, le changement en deux locataires. Pour les personnes âgées, puisque je les ai abordées, je dois te conclure? OK. Les exemples, alors je conclue en une minute, les exemples des logements kangourous où c'est un plus jeune qui habite avec un plus âgé, ou des familles d'accueil pour les personnes âgées. Alors, mon dernier slide, en fait, à l'issue de cette recherche, nous avons établi quelques recommandations pour les acteurs politiques de terrain et du terrain. Alors, quand on envisage une action de lutte contre la pauvreté en milieu rural, alors c'est bien de toujours étudier les spécificités du contexte local, en fait, de voir quels sont les problèmes sur place, d'identifier les groupes cibles, parce qu'ils ne sont pas présents dans toutes les communes, toutes les personnes ne sont pas concernées par toutes les problématiques, et puis tenir compte des aspects de mobilité, l'aller vers et les barrières psychologiques, et puis surtout échanger en fait au niveau des bonnes pratiques. Il ne faut pas toujours essayer d'innover, surtout que parfois on a un budget pour un projet qui va durer 1 an ou 2 ou 3, mais quand le budget est terminé, la politique mise en place ne peut pas perdurer et il y a des bénéficiaires qui seront alors en fin de compte laissés sur le côté. Et donc l'idée, c'est plutôt d'extrapoler les expériences existantes pour pouvoir les renforcer, surtout qu'elles ont déjà fait leurs preuves. Alors, au terme de nos focus group, nous avons dégagé 4, et là, ce sont vraiment mes derniers mots, 4 garanties de succès en fait d'une politique lorsqu'on la met en place sur le terrain, et qui garantissent vraiment la réussite des projets. C'est solliciter les habitants parce qu'eux-mêmes connaissent leur situation, leur propre réseau à mobiliser, et ça les rend partie prenante dans
la recherche d'une solution. C'est sensibiliser les décideurs au fait qu'il y a bien de la pauvreté dans votre commune. Elle est juste invisible, mais elle est bien là. Et puis les intervenants aussi par rapport au problème de stigmatisation. Travailler en collaboration et en concertation. On n'est pas seul sur son propre territoire. D'autres organismes font la même chose ailleurs, ou bien d'autres organismes peuvent faire quelque chose de différent, mais sur la même commune. Et puis enfin, évaluer en permanence l'effet des politiques, en fait, parce que peut-être qu'à un moment donné, on ne touche pas le groupe cible, les personnes ne sont pas finalement aidées, alors que celles qui en ont le plus besoin ne sont pas aidées. Et puis la politique n'est plus efficace pour pouvoir l'adapter en permanence. Voilà. Je vous remercie. Et voilà.